Bienvenue à vous, chers téléspectateurs d'Africa 24. Nous recevons dans l'interview Fernand Marcel Amoussou, ancien commandant de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire et ancien chef d'état-major des forces armées béninoises. Bienvenue à vous. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Et vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage, Vaincre l'insécurité en Afrique. Alors vous avez devant vous plusieurs plaquettes qui sont posées, qui contiennent pour certaines des questions, ou pour d'autres des mots, des phrases que vous allez découvrir. Donc commençons par la première, je vous en prie. Comment vaincre l'insécurité en Afrique? C'est le titre de votre ouvrage et c'est donc logique que ce soit la première question qui vous soit posée. En quelques mots, en quelques phrases, est-ce que vous pouvez résumer les grandes préconisations que vous proposez? Oui, je crois que l'Afrique fait face à de nouveaux défis de sécurité. Et dans ce livre, j'ai souhaité apporter ma contribution à la réflexion et proposer des stratégies pour relever ces défis. Alors, je pense qu'il y a trois types de défis. Le premier, c'est d'abord de mieux cerner les défis de sécurité, mieux comprendre les menaces, les risques qui traversent aujourd'hui le continent et qui pèsent sur sa sécurité et son développement. Vous avez l'impression que ce n'est pas le cas encore, malgré les multiplications de réunions, notamment dans la zone CEDEAO ces dernières années? Je pense qu'il y a eu beaucoup de réflexions, mais nous n'avons pas encore peut-être bien cerné l'imbrication entre les risques et les menaces qui vont du sous-développement, qui est le facteur aggravateur et générateur des crises, en passant par le terrorisme, les extrémismes religieux, les risques pandémiques, les catastrophes naturelles, les crises alimentaires, la piraterie maritime. Et donc on trouve bien dans ces risques et menaces un lien que je pense que nous n'avons peut-être pas encore suffisamment fait et suffisamment exploité. Alors le second défi, évidemment, c'est que les frontières des États ne correspondent plus aux frontières de sécurité. Les risques et les menaces aujourd'hui sont transnationales, voire transrégionales, et donc leur prise en compte ne peut plus être faite uniquement par chacun des États africains. Et ça m'amène au troisième défi qui consiste à proposer une plus grande appropriation collective des enjeux de sécurité et peut-être avancer plus encore dans les mécanismes de sécurité collective. Vous êtes le premier à penser ces stratégies-là? Non, je ne pense pas. Je ne peux même pas me prétendre être le premier. C'est pour ça que l'objet, c'est simplement d'apporter ma contribution à la réflexion sur les problématiques de sécurité. Et pourquoi cette contribution serait plus écoutée que d'autres de généraux africains également qui ont pu publier des ouvrages ou qui se réunissent lors de colloques, de séminaires ou de réunions de crise même, hein, on l'a vu au Mali? Non, je pense que mes expériences, tant au Bénin que dans les missions de maintien de la paix, pourraient servir de base à nourrir encore davantage la réflexion. Mais je ne prétends pas détenir toutes les réponses. Mais je pense qu'il est extrêmement important que ceux qui ont été en situation de responsabilité témoignent, apportent, contribuent. C'est ainsi que toutes les intelligences peuvent être mises ensemble pour enfin sortir notre continent du sous-développement et de la sécurité. Plaquette suivante. Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Vous avez commandé la force de l'ONU ici entre 2006 et 2010, c'est bien cela? C'est cela. Vous parliez d'enseignement. Qu'en avez-vous tiré comme enseignement majeur? Le premier enseignement que j'ai tiré dans mes fonctions de commandant la force des Nations Unies en Côte d'Ivoire, c'est que tout le temps, les populations ivoiriennes me demandaient, général, pourquoi devons-nous subir une telle crise? Pourquoi devons-nous être ainsi bafoués? Pourquoi devons-nous ne plus vivre dans des conditions dignes? Et pourquoi donc cette crise? Et qu'est-ce que vous leur répondiez? Mais évidemment, je leur réponds que l'opération est là pour les aider à comprendre et à sortir de la crise. Mais ce que je veux fondamentalement dire, c'est que les populations africaines ne cherchent que la paix, sont même étrangères aux sources des conflits, aux causes des conflits. Qui est responsable de ces conflits alors? Les autorités, les dirigeants? Je pense qu'il y a une certaine responsabilité des élites africaines. Il faut bien la trouver quelque part, hein, la responsabilité. Si elle n'est pas au sein de la population, c'est forcément au sein des instances dirigeantes. Ben oui, c'est ce que je dis, que c'est sûrement les élites africaines qui peut-être n'appréhendent pas encore suffisamment
les problématiques actuelles liant la sécurité et le développement. Et que, comme on le dit couramment, que la paix est la condition du développement. Vos propos sont un peu conciliants vis-à-vis des autorités. Malgré ce que vous avez vu en Côte d'Ivoire, l'ONUCI, par exemple, pour certains en tout cas, a bombardé des populations en Côte d'Ivoire. Ça vous dérange en rien? Non, l'ONUCI n'a pas bombardé des populations en Côte d'Ivoire. Peut-être pas sous votre commandement, mais en tout cas, il a été évoqué en Côte d'Ivoire le fait que l'ONUCI ait bombardé des populations, en tout cas, dommages collatéraux de cette crise. Il peut y avoir des dommages collatéraux et c'est extrêmement dommage. Mais je puis affirmer que la force des Nations Unies en Côte d'Ivoire n'a jamais sciemment ou de quelque manière que ce soit bombarder des populations civiles. C'est même contraire au mandat que nous avons reçu de la communauté internationale. Et je m'opposerai à ça. Le rôle de l'ONUCI allié à la France a été controversé quand même en Côte d'Ivoire. Ne trouvez-vous pas? Non, je pense que c'est une disposition du Conseil de sécurité qui prévoit que les forces françaises, notamment la force Licorne, apportent son appui à l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas la première fois non plus. Vous vous souvenez de l'opération Artemis en République démocratique du Congo, lors des élections dans ce pays. Et il y a encore d'autres cas, même le cas malien actuellement. Et vous étiez également chef d'état-major des forces armées béninoises. Vous avez parlé de l'expérience que vous avez tirée en Côte d'Ivoire. Et avant cela, alors, au Bénin, qu'est-ce que vous avez retenu comme élément majeur concernant ce pays? Non, je pense que les forces armées doivent être au service des populations. C'est d'abord en contribuant à améliorer les conditions de vie des populations que les forces armées contribuent le plus à leur sécurité. Et je pense que c'est dans ce sens que devraient aller les forces armées africaines. Et au Bénin, c'est le cas? C'est le cas et je souhaite que cela continue. Je suis fier d'avoir servi mon pays et d'avoir servi en Côte d'Ivoire l'Afrique. Plaquette suivante, s'il vous plaît. Vous considérez-vous comme un modèle pour vos compatriotes béninois? Vous êtes militaire, vous êtes auteur déjà, on l'a vu. Ensuite, vos qualifications qui sont publiques, hein, vos formations, Polytechnique, Chine, diplôme d'ingénieur, officier parachutiste et j'en passe. Est-ce que vous vous considérez comme un modèle si vous écrivez un tel ouvrage? Non, ce serait prétentieux de ma part de me considérer comme un modèle pour mes compatriotes. Oh non, j'apprends tous les jours auprès de mes compatriotes. Je me mets au service de mes compatriotes. Et depuis 19 ans, je suis dans l'armée. Et la seule chose que j'ai appris à faire dans ma vie, c'est de servir. Servir les autres. C'est le sens de ma vie. Et c'est le sens de mon action dans l'armée. Et c'est le sens que j'entends continuer de donner à ma vie. On reviendra sur ce point-là. Vous êtes général. Il y a beaucoup sur le continent africain de généraux qui n'ont pas forcément reçu les qualifications adaptées. Qu'en pensez-vous? Je dois dire que d'abord, comme disait le général de Gaulle, la meilleure manière de gagner une guerre, c'est celle qui amène à la victoire. Et donc les qualifications ne prétendent pas forcément qu'on est un bon ou un grand général. C'est l'action sur le terrain qui détermine la qualité d'un général. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse forcément utiliser les qualifications professionnelles pour déterminer que tel général est meilleur que l'autre. Mais je pense que c'est ce que fait le général au service de la population, pour protéger les populations. Mais avoir une formation adaptée, ce n'est pas important? Ce n'est pas déterminant? C'est extrêmement important. Donc vous dites une chose et son contraire? Pas du tout. Mais cela n'est pas suffisant pour être un bon général. C'est la conscience claire de se mettre au service de son pays qui détermine le bon général. On va revenir sur une polémique qu'il y a eu il y a quelques années au Bénin. On vous a traité, alors on a pu le lire dans la presse, j'ai pu le lire dans la presse, d'usurpateur, car le chef de l'État de l'époque ne vous aurait pas nommé général. Alors qu'est-ce que vous répondez à cela? Parce que ça revient souvent. Je crois que c'était une polémique qui n'en était pas une, et très très vite le chef de l'État a mis fin à cela. Et je m'en réjouis, et j'ai été d'ailleurs le remercier d'avoir mis fin rapidement à cette polémique qui peut-être Elle venait d'où selon vous? Je n'ai pas cherché à savoir, j'étais concentré sur ma mission en Côte d'Ivoire qui me paraissait essentielle pour mon pays et pour l'Afrique. Donc quelque part, on essaie de ternir votre réputation, mais vous ne cherchez pas à savoir qui l'a fait. Cela n'a pas d'importance par rapport à la mission. C'était ça le plus important. Je tiens entre les mains la question de Joker qui vient conclure cette émission. Vous parlez d'avenir tout à l'heure, quelles sont vos ambitions? Écoutez, continuez de servir. Par quels moyens? Quels que soient les moyens que m'offre la vie, que m'offrent les circonstances, que m'offre mon créateur. Vous avez écrit un ouvrage, effectivement, mais tout laisse à penser que peut-être vous auriez d'autres aspirations. Oui, j'aurais d'autres inspirations pour en écrire certainement d'autres
d'autres ouvrages, continuer de réfléchir et d'apporter ma modeste contribution à la sécurité et au développement de l'Afrique. Donc vous voulez rester auteur, vous impliquer dans le domaine associatif ou vous impliquer dans la vie politique, ce n'est pas quelque chose qui vous tente au Bénin? Ce n'est pas forcément par là qu'on peut servir son peuple, mais seul Dieu décide de notre avenir. Vous avez la capacité quand même de décider de ce que vous voulez faire, à présent que vous êtes à la retraite? Oui. Voilà. Je ne me fixe pas des objectifs, non, je crois que je me mets simplement à la disposition de mon pays et à la disposition de l'Afrique. On vous prête l'intention de vouloir vous présenter à la prochaine élection présidentielle. Vous confirmez ou vous infirmez? Oh, mais les élections, c'est jusqu'en 2016. Oui, effectivement. Donc, c'est hors de propos pour l'instant. Non, pas du tout. Vous confirmez ou vous infirmez? Mais non, je ne me regarde pas dans le miroir ou en me rasant en pensant aux élections de 2016. Donc pour l'instant, ça ne vous intéresse pas du tout? Pour l'instant, je m'en remets simplement à mon créateur et je fais ce que je peux pour apporter ma contribution à la sécurité et au développement de mon pays et de l'Afrique. Merci à vous, Général Fernand Marcel Amoussou. Vous êtes ancien commandant de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire et ancien chef d'état-major général des forces armées béninoises et auteur de cet ouvrage « Vaincre l'insécurité en Afrique ». Merci beaucoup, madame. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. Restez fidèles à nos programmes. À bientôt.